Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon qui aujourd'hui parlera de La Mule, le nouveau film de Clint Eastwood, puisque moins d'un an après le 15h17 pour Paris, qui aura pas mal divisé la critique, et bien Clint Eastwood, 88 ans, n'est pas rassasié et revient en salle avec La Mule, un nouveau drame de ce légendaire acteur et réalisateur. Gran Torino, Mystic River, Le Bon, La Brute et le Truand en ont passé des meilleurs. Mais a-t-il encore l'âge pour nous proposer un film marquant ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en compagnie de Charlotte. Salut Charlotte. Salut. Et d'Alexandre. Salut Alex. Salut Romain. Alors, La Mule, c'est parti. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. La Mule, ça raconte l'histoire de Earl Stone, un octogénaire vétéran de la guerre de Corée qui a eu pas mal de soucis avec sa famille. Il est donc un petit peu seul. Il a en plus un malheur qui lui arrive, c'est que son entreprise est saisie. Il se retrouve donc tout seul et sans le sou. Il va donc accepter un boulot un peu particulier, celui de livreur, et il va rapidement se rendre compte, comme le titre du film l'indique subtilement, qu'il ne va pas forcément transporter de marchandises légales. Alors, on va commencer avec toi, Charlotte. Comment as-tu trouvé La Mule ? Est-ce que c'est une belle proposition de Clint Eastwood ? On le rappelle, 6 à 7 mois seulement après le 15h17 pour Paris. Alors, quand j'ai appris le scénario du film, je me questionnais beaucoup en fait sur la manière dont il allait traiter le sujet, avec un scénario aussi pauvre entre guillemets, parce que on a peu de promesses d'évolution, à part le nombre de kilos de drogue qui s'accumulent dans ton camion. Donc je partais très intéressée, et puis j'ai été agréablement surprise par le traitement du sujet qu'ils l'ont fait. Après, la manière dont il l'a traité, on va en discuter après, mais disons, j'ai été très agréablement surprise. Et toi, Alex, est-ce que Clint a encore l'âge de nous faire des films ? Ouais, non, carrément, c'est ça qui est bluffant, je trouve, c'est qu'à 88 ans, à la fois, il arrive à être derrière et devant la caméra. C'était pas arrivé quand même depuis Gran Torino. Et je trouve que ce film a un bel écho à Gran Torino dans ce que ça raconte, dans le personnage aussi qu'il incarne. Il y a des similitudes, même si là, on se retrouve quand même devant un personnage de vieillard, en fait, vraiment de vieil homme, un peu cabossé par la vie, un peu voûté. Paraît-il d'ailleurs que c'est Bradley Cooper qui incarne le policier qui va le suivre, d'ailleurs, qui a dit, comme quoi sur le tournage, Clint Eastwood devait se faire passer pour plus vieux que ce qu'il n'était, en fait, physiquement, donc c'est assez dingue. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est sa manière d'incarner ce personnage à l'écran. Quand on voit ses yeux, son visage, dans chaque plan, il y a de l'émotion. C'était déjà le cas dans Gran Torino, et encore plus ici, parce qu'on le voit vieillir. On voit que dernièrement, il a fait des excellents films, des moins bons aussi, qui s'attaquent à énormément de sujets, et qu'après avoir exploré un petit peu cette figure du héros américain, dans American Sniper, Sully, et puis dernièrement le 15h17 pour Paris, là il revient vraiment à un film de personnage et un film portrait, en fait. Ce portrait de ce vieil homme qui fait un petit peu le bilan de sa vie quelque part, qui a 88 ans, et puis qui se rend compte que peut-être il a fait des erreurs dans sa vie, qu'il va falloir changer quelque chose, qu'il va pouvoir aller sur un certain chemin de rédemption. Et tout le film va en fait travailler ça. Et puis là où c'est très réussi, c'est vraiment dans la teneur du récit, en fait. Comme dans chaque Clint Eastwood, en fait, on voit qu'on est dans un Clint Eastwood parce qu'on se dit, mais c'est tellement efficace, c'est tellement épuré, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien raconté surtout. Donc là-dessus, c'est une belle prouesse encore. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on l'a abordé, un synopsis de base qui, certes, peut paraître assez faible comme ça, mais vous le dites, ça marche plutôt bien. Comment ça se transcrit finalement ? Qu'est-ce qui marche dans ce film ? Qu'est-ce qui marche notamment peut-être dans le scénario déjà ?
Alors moi, ce que j'ai relevé, c'est qu'on a très peu. Je trouve que c'est vraiment important de le souligner. On a très peu d'ancrage géographique. On sait que les bureaux de la DEA, je sais pas comment on dit en français. Excusez-moi, je vais regarder en anglais. Les flics qui vont chercher de la drogue. Voilà, c'est ça. Sont à Chicago, mais on voit rien de Chicago. On n'entre jamais dans la maison de Clint Eastwood. On ne voit rien d'utilisation de la drogue. Le 70% du film se déroule sur la route ou plus largement dans l'habitacle d'une voiture ou de plusieurs voitures. On a le téléphone qui fait un lien entre ces différents espaces ou un micro. Une fois, une des voitures est mise sous écoute. Donc, on a cette place importante de l'objet qui relie ces espaces entre eux et les connecte. Bien que Clint Eastwood ne sache pas utiliser le personnage de Clint Eastwood ne sache pas utiliser un téléphone, mais ça aussi, toute la gestion de la technologie dans ce film est intéressante. On joue entre des espaces distincts, plutôt exigus, donc l'habitacle d'une voiture, on discute sur le pas d'une porte, on discute dans un couloir, et les grands espaces que le personnage traverse dans sa voiture ne sont même pas tellement mis en avant par rapport à des road trips, des films road trip comme Thelma et Louise par exemple, où on a vraiment un travail avec la nature, les paysages, les personnages, etc., qui évoluent avec le temps. Ici, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans un road trip, on n'est pas dans un film qui raconte ce genre d'histoire. Mais sur les différentes courses, en fait, tout est axé sur cette voiture et ce monsieur qui est dans cette voiture et dans cet habitacle. Et qu'est-ce qui va évoluer au fur et à mesure du transport de drogue, les kilos qui vont augmenter, comme tu disais. Ouais, et je pense que ce parti pris, quoi, de tout rendre très exigu et de tout centrer sur le personnage principal qui est Clint Eastwood et qui d'ailleurs porte le film, franchement, clairement. Quelques personnages secondaires sont intéressants. Enfin, il y en a surtout un qui m'a déçu au plus haut point, donc ça a un peu coulé le truc. C'est sa petite fille Ginny, là. Ah ouais ? Ah, je trouve qu'elle joue mal. Ah bon ? Non, mais elle s'essuie des larmes alors qu'elle a rien sur les joues. Elle joue avec ses sourcils comme jamais personne n'a joué avec ses sourcils. Elle bouge ses cheveux dans tous les sens. Pourtant, c'est le personnage un peu pivot dans l'évolution de Clint Eastwood. Qui fait le lien entre sa fille à lui et puis sa femme, mais elle a limite pas besoin d'être là, quoi. Enfin, c'est un prétexte pour moi, cette petite fille, parce que tout se joue, tout se joue dans la relation qu'il a avec sa femme et sa fille. Sa petite fille, elle est juste là pour le faire culpabiliser quand il faut, et puis... Oui, mais quelque part, là où elle sert, c'est que justement, c'est elle qui va lui permettre en fait de revenir progressivement vers sa famille qu'il a un peu délaissée. C'est pour ça que je dis c'est un prétexte, quoi. Mais c'est dommage parce que cette actrice ne parle pas énormément. Mais ce que tu dis, c'est hyper juste en fait. C'est que là où Clint Eastwood porte vraiment tout le film, c'est que c'est le seul personnage vraiment à évoluer. C'est le seul qu'on va suivre. Tous les autres, ils sont là vraiment dans les passages obligés pour faire avancer un peu le récit, pour faire avancer ce qui va se passer dans la vie de ce vieillard. À la fois les mafieux des cartels, le personnage du flic de Bradley Cooper qui n'existe uniquement que pour traquer en fait la mule. Il a absolument pas d'évolution, de perspective ou autre. Pareil avec sa fille, qui est d'ailleurs sa propre fille, je me souviens plus de son nom, mais Eastwood, ouais, voilà. Enfin, donc c'est sa vraie fille dans la vie qui joue sa fille ici. Pareil, quoi. C'est vraiment des personnages qui sont là un petit peu pour poser un certain décor et pour qu'on se sente beaucoup plus sur ce personnage de Earl, en fait, ce vieillard qui va à la fois nous émouvoir. Et puis nous faire rire aussi. Enfin, je pense que c'est un gros thème qu'il faut aborder sur ce film, c'est que c'est très drôle en fait. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôle. Je pense que c'est un des films de Clint Eastwood qui m'a fait le plus marrer. Je sais pas toi, mais j'ai retrouvé. Tu parlais de Gran Torino. On retrouve un peu cet aspect gredou en fait, qui est inhérent un peu à ce personnage de Gran Torino. Ouais. Mais qui est beaucoup plus développé dans celui-là. Complètement. Robin. Oui, alors moi je vous rejoins un petit peu, j'aime beaucoup le film. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est le traitement du personnage par rapport à son univers. C'est-à-dire que vraiment, c'est le vieux que personne ne remarque, qui passe les frontières, qui va tout droit, et ça, je trouve que jamais eu de contravention. Voilà, je trouve ça assez intéressant aussi dans la perspective du personnage. Je sais pas si vous en avez pensé. Et je trouve que ça joue aussi un petit peu sur les mises en scène. On va en parler, je pense. Une mise en scène assez sobre qui fait un peu passe-partout, comme finalement ce personnage de vieillard.
Ouais, non, c'est juste. C'est vrai que il y a un côté assez classique en fait ouais. dans la manière dont il met en scène ce film. Ce vieillard, il y a quand même de très très beaux plans, je trouve, sur lui en fait, sur lui-même dans sa voiture en train de conduire. Mais on va vraiment se centrer sur l'histoire et sur ce personnage. Et puis pour revenir sur l'humour, ce qui est absolument génial, je trouve, c'est la légèreté de ton qu'il arrive à donner, parce que à la fois il se moque de lui-même. Clint Eastwood, il se moque de son personnage de vieillard, puis il va se moquer des autres aussi. Il y a un franc-parler qui est complètement dingue et qui fait vraiment plaisir, je trouve, à Hollywood en ce moment. C'est-à-dire que le mec, il en a absolument rien à foutre des codes actuels, rien à foutre du politiquement correct. Il y va et puis il va rire de ça avec les autres, rire de lui-même. On va le traiter plusieurs fois de sale vieillard qui comprend rien, qui sait pas écrire un texto, tu devrais pas être couché, vieillard, à cette heure-là. Enfin, il y a des remarques comme ça. Et puis lui, dans l'autre sens, il va croiser un groupe de femmes en moto et il va leur dire salut les gouinasses, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ou bien il va aider une famille de noirs à changer une roue, puis il va les regarder comme ça. Il va dire dis donc. C'est la première fois que j'aide des nègres. Ouais, c'est la première fois que j'aide un négro. C'est quand même le monde à l'envers. Et puis eux, donc, ils sont là un peu choqués. Puis, en fait, ils se rendent compte qu'il est déphasé, quoi. Que c'est le vieux vétéran qui est dépassé par tout ça. Et on lui dit, mais il faut plus dire négro, monsieur. En fait. Mais je pense que c'est ce qu'on apprécie chez Clint Eastwood aussi. C'est justement ce décalage, mais qui est aussi complètement présent dans sa vie réelle, ou dans son engagement politique, qu'on n'arrive pas très bien à cerner. On sait pas. Enfin, voilà, je vais pas me lancer dans une psychologie de Clint Eastwood, mais c'est ce caractère un peu indépendant puis à contre-courant qui est pour moi inhérent à Clint Eastwood, quoi, et qui ressort dans ses films un peu comme un tiroir à double fond. On a l'iceberg et on a le dessous de l'iceberg, quoi. C'est à chaque fois. J'ai l'impression. Le personnage que tu décris, Alex, pour ce film, ressemble finalement aussi un petit peu à celui de Gran Torino. Ouais, Gran Torino est plus peut-être axé sur le drame. Là, finalement, ça reste un drame, mais comme vous le dites, un peu plus léger, avec l'ajout de l'humour, et ça marche plutôt bien. C'est une relecture un petit peu de son personnage. Ouais, complètement. Et puis il y a ce bon mélange, en fait, justement, d'équilibre des tons, parce qu'il y a des moments d'émotion assez forts aussi. Je vais pas parler vraiment de ce qui arrive dans la toute dernière partie, mais là, le personnage se révèle touchant. Il y a des personnages secondaires aussi qui vont avoir une certaine évolution. Et puis ça j'aime beaucoup. Et la différence avec ce personnage de Gran Torino, c'est que vraiment, encore une fois, là, on se sent vraiment sur le côté vieillard qui est un peu dépassé par tout ça, et puis qui finalement va se faire de la thune un peu facilement. Il va conduire, quoi. Et puis il va conduire comme il a toujours l'habitude de faire, en s'arrêtant faire une pause pipi parce qu'il a envie, en s'arrêtant manger le meilleur pulled pork de la région. Cette indépendance, elle est vraiment présente dans le caractère aussi de ce personnage. Ouais. Complètement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les cartels vont finir par l'employer lui plutôt qu'un autre, même s'il est moins ponctuel que d'autres. Ils vont l'employer lui parce que justement, il fait un peu ce qu'il veut, et puis il se fait pas du tout repérer par les flics, quoi. Enfin, c'est vrai que quand tu le vois, tu te dis, lui, il transporte pas 120 kilos de cocaïne dans son coffre, c'est pas possible, quoi. Et le mec qui est là, qui va s'arrêter justement, changer une roue, etc. Donc ça fonctionne bien. Après, si je peux émettre une réserve sur le film. Oui, justement, j'allais y venir, parce que là, vous êtes un peu dithyrambique depuis 10 minutes. C'est bien, puis ça fait plaisir. Alors c'est très bien, ça fait plaisir, ça je suis d'accord. Mais est-ce que c'est au niveau de ces films dont on parle là depuis 10 minutes, qui étaient vraiment ces grands films en tant que réalisateur? Million Dollar Baby aussi, qu'on peut T'en as parlé, Alex, justement. T'as parlé de ce classicisme, enfin cette façon de traiter le sujet, mais par l'image. Moi, j'ai vraiment été surprise, en fait, par l'image. Je me suis dit, mais c'est tellement différent de Million Dollar Baby, par exemple, où on avait une gestion de la couleur, on avait une gestion des contrastes qui ressortaient un peu aussi, qui était aussi présent dans Gran Torino. Enfin, vraiment quelque chose une image vivante, quoi. Là, j'avais l'impression de voir une image un peu
flat, un peu pastel en fait, pastel. Alors, toi, tu donnais l'idée que c'était dû au personnage de Earl, qui est justement... Ça peut être mais une après, idée. je me suis demandé, en fait, tout bêtement, qui avait été son chef-op sur ce film. Et c'est Yves Béranger, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Marc Vallée, et non plus Tom Stern, avec qui il a fait tous ses films, ou presque. Je ne veux pas dire tous, parce que je n'ai pas vraiment cherché. Et je me suis dit que ça pouvait aussi être une explication sur justement ce traitement de l'image qui est foncièrement différent de ce qu'on a vu par le passé. Mais c'est presque... Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça comme une identité visuelle qui manquait, du coup. Je me suis habituée à des images beaucoup plus vivantes que ce que j'ai pu voir dans La Mule. Et donc, ça m'a un peu... Le fond est très Eastwood, mais pas trop la forme. On n'a pas l'habitude de cette forme-là. Mais ça. moi, c'est pas tant ça qui m'a dérangé. Je rejoins ce que dit Charlotte, c'est vrai, hein, mais c'est pas spécialement ça qui m'a dérangé. C'est plutôt ce qui empêche le film d'être vraiment grand et de provoquer de l'émotion. Pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, comme on disait, tous les personnages secondaires vraiment n'existent pas dans ce film, ou très très peu. Non, en tout cas, pas du tout d'arc narratif propre. Ça sert ce personnage et ce portrait de vieux vétéran. Et du coup, on passe un peu, j'ai l'impression... de passage obligé à passage obligé pour faire avancer l'histoire, ce qui empêche un peu le film de se poser, d'avoir de vrais dialogues qui pourraient être touchants et de vraies réflexions sur le propos que veut donner Clint Eastwood. Et ce propos-là, c'est d'ailleurs la chose qui est dite en premier dans cette bande-annonce, c'est quand on entend ce vieillard dire j'ai trop travaillé dans ma vie, j'ai pensé qu'à gagner de l'argent, etc., et à m'occuper de mes fleurs, parce qu'il est horticulteur. Et puis, j'ai complètement délaissé ma famille. Donc, il y a cet aspect testamentaire que je trouve magnifique et qui arrive à émouvoir dans la fin du film. Par contre, moi, le problème que j'ai, c'est dans les motivations du personnage. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect rédemption qu'on va suivre, c'est-à-dire que le but, c'est qu'il va se sentir un peu con, de se dire ma famille m'accepte plus, je suis rejeté des mariages, je me rends compte que j'ai fait un peu de merde dans ma vie peut-être, et que j'ai raté des passages et qu'il faudrait que je rectifie le tir. Par contre, pour amener à ce chemin de rédemption et à cette réconciliation avec la famille, en fait, j'ai quelque chose qui me manque, c'est que j'ai l'impression que pourquoi il accepte ce job de mule, c'est en fait un peu pour lui et pour son propre ego et pour gagner de la thune, et puis pour finalement aller danser avec des filles. Faut rappeler qu'au début, il est viré de chez lui, il a plus d'argent, donc de toute façon. C'est vrai. Ce qui arrive un peu vite d'ailleurs aussi dans le film, je trouve. Mais de toute façon, il a besoin de trouver de l'argent pour pouvoir vivre lui d'abord, et ensuite il va s'intéresser à aider les autres. Mais par contre, quand tu parles de passage obligé à passage obligé, moi c'est justement ces passages obligés, et c'est peut-être ce que tu veux dire en fait, qui m'ont dérangée, parce que j'avais l'impression de revoir ou de voir, de lire des dialogues que j'avais déjà vus 500 fois. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour te sortir un peu de la narration. Par exemple, le flic qui sort dans le couloir, qui rencontre son bras droit, on discute dans le couloir, tu es mon bras droit, je vais te montrer ton bureau. Enfin, c'est des choses hyper courantes. Il faut que tu ailles coffrer des mafieuses, voilà. C'est parti. Vas-y, fais-le, arrête-les. Sinon, après, c'est quick, on te vire, t'arrêtes ton job. Ça aussi, on connaît, c'est assez récurrent dans le style, dans le genre. Ou même le gars du cartel qui emmène Earl dans une forêt profonde pour l'intimider, et qui commence par dire c'est très silencieux ici, il n'y a personne à des kilomètres. Enfin voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il fout les boules celui-là quand même. Hein. Oui, il fout les boules, mais en même temps, voilà, c'est une approche que également on connaît. Enfin, je veux dire, c'est pas l'originalité n'est pas tant dans. Au final, on sent bien l'accent est vraiment mis sur l'évolution de ce personnage et beaucoup moins sur comment il y parvient. Donc, on tombe un peu dans des clichés. Ouais. Mais donc, pour moi, cette rédemption là et puis cette réconciliation en fait avec la famille qui arrive vers la fin, j'ai trouvé un petit peu superflu en fait. Ça m'a ému parce que t'es là et tu vois le visage de Clint Eastwood et t'es déjà là en train de frissonner et te dire mais c'est hallucinant cette gueule qu'il a et ce regard profond qui va devenir légendaire. Non mais exactement et non mais vraiment tu ressens ça. Enfin, moi je me dis mais c'est un monument, il est toujours debout. Mais du coup ça m'émeut plus par ce biais-là que par le propos en fait, et que par ce qui finit par raconter, parce qu'il y a un peu
tout ce cheminement-là du personnage qui arrive un peu de manière abrupte et qui est un peu superflu à la fin. Pour toi aussi. Voilà, un peu rapide, exactement. Ouais. Mais encore une fois, puisqu'il fallait commencer à donner un petit peu des limites à ce film, mais globalement, c'est une réussite, quoi. Et puis ça fait plaisir après le 15h17 pour Paris, qui était quand même un peu moins réussi, il faut le dire, qui avait de très sérieux problèmes, peut-être en cause le fait que Clint Eastwood, moi je soupçonne qu'il n'était peut-être pas à tous les lieux de tournage où le film s'est déroulé. Là, par contre, il habite le film du début à la fin. Peut-être aussi parce qu'il y avait La Mule, justement, parce qu'il y a 2 films qui sortent à 6 ou sous 7 mois d'écart, suivant comment était le tournage. Peut-être ces 2 tournages, je sais plus à quel moment se sont faits les tournages, mais là c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir avec un sujet fort et une implication totale, quoi. Ouais, et cette implication, en fait, m'a fait prendre conscience. Alors, à aucun moment, j'ai eu l'impression de voir un film dit testament, où c'est le dernier film de Clint Eastwood qui se met en scène, etc. Je pense, c'est une intuition, et puis elle va peut-être être faussée, mais elle est peut-être fausse, mais je pense pas que c'est son dernier film. Par contre, à un moment donné, je me suis demandé, mais au bout d'un moment, je me suis demandé si ça serait pas son dernier film en tant qu'acteur. Et quand j'ai vu ce film quand j'ai tout d'un coup eu cette idée et que j'ai regardé le film avec ce prisme-là, en fait, je me suis vraiment rendu compte que, en plus de cette implication du personnage et cet accent mis sur ce personnage, on a aussi une relation du personnage à la caméra, d'où tous ces rapports exigus, ces pièces exiguës, ces espaces exigus, ça renforce cette relation et ces gros, avec énormément de gros plans, justement. Cette relation du personnage avec la caméra. On a parlé de ce personnage en décalage qui est plus vraiment dans son monde, dans le monde actuel dans lequel on vit, qui n'arrive plus à le comprendre. Tous ces gens sur leur téléphone, ça le dépasse. Internet, n'en parlons pas. On a une mise en avant du corps féminin qui, moi, m'a un peu choquée quand même. Qui est peut-être dans les grosses fêtes des cartels, etc. Vraiment à un moment je me suis dit non mais là c'est bon, on a vu, c'est une fesse. Non mais une nostalgie presque du corps jeune. Moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça. Et lui montre son corps vieux. Oui, aussi, c'est ça, où il est approché par des femmes jeunes. Il dit il va appeler son cardiologue parce que il a trop d'émotions. On a tu l'as dit, ce besoin de se reconnecter à la famille, un retour, quitter la sphère publique pour se rapprocher de sa famille, des gens proches qu'il a délaissés. Là aussi, la sphère publique, ça peut aussi être Hollywood, les films, etc. Je suis pas en train de faire un parallèle entre les Fleurs, son métier d'horticulteur et son métier de réalisateur, mais plutôt justement entre les Fleurs et son métier d'acteur. Parce que ces fleurs auxquelles il s'intéresse, c'est des fleurs qui ne fleurissent que 24 heures et qui ensuite meurent. Donc on a aussi tout un rapport au temps, une très forte nostalgie. Il le dit lui-même, j'ai essayé de tout acheter, mais le temps, on ne peut pas acheter le temps. Et on a, le même dans le choix du rôle. Il a incarné des cow-boys solitaires, des voisins vengeurs, mais qui réussissent toujours, qui ne se font jamais avoir. Dans Impitoyable, il tue le shérif. Il a toujours été indépendant, mais jamais derrière les verrous. Jamais. Et je ne spoil pas, parce que tout le monde connaît l'histoire vraie, parce que c'est une histoire vraie, cette histoire qu'il a choisie de mettre à l'écran. Il quitte le plan final derrière en assumant tout ce qu'il a fait. En assumant, mais derrière des barreaux, désolé de le dire, mais parce que je pense que c'est important de le dire pour la lecture du film, sur un plan large. Alors que Clint Eastwood qui termine un film sur un plan large, sans un gros plan sur lui, justement avec son regard en biais ou lui à terre dans le jardin des hommes qu'il vient d'abattre, c'est rare. Et il part, et il quitte cet écran en bas à gauche comme ça, comme par la petite porte. Mais je trouve tellement humble comme traitement du sujet, tellement modeste en fait comme fin de film. Et on termine, et peut-être que c'est la seule façon dont il pouvait aussi terminer, mais voilà, ce n'est qu'une intuition. De jouer, c'est dans l'impossibilité de jouer. Même il enferme son personnage dans une prison de laquelle il ne sortira jamais. Donc voilà, c'était la petite
lecture il y avait de déjà ce film. Il y avait déjà eu aussi on avait pas mal parlé de ça à la fin de Gran Torino, puisqu'avec on n'est pas là pour en reparler, mais avec cette fin et puis tout l'évolution du personnage de Gran Torino qui amenait à cette fin là, On se disait il reviendra pas. On se disait c'est fini, il reviendra jamais devant la caméra. Bon, peut-être qu'il pensait pas tenir aussi longtemps, tu vois. Effectivement. Mais Là, en fait, apparemment, c'est le personnage justement parce que c'est cette histoire vraie qui a été écrite en scénario par le même scénariste de Gran Torino. Et Clint Eastwood a toujours été attiré par les scénarios. Quand il se lance dans un film, c'est ça. Il y a un scénario qui me plaît, j'y vais. Et apparemment, il a été justement touché par ce sujet-là. Et il s'est dit bon, qui d'autre pour incarner un homme de 88 ans? Oui, moi j'ai quel âge? J'ai le même âge. Bon bah voilà. Et qui d'autre pour retourne, incarner quoi. ma fille? Ma fille. Ouais. Sa fille, en l'occurrence, ne voulait plus être comédienne. Elle a accepté parce que le scénario l'a touchée. Donc je trouve ce film, de par cette lecture, peut-être que cette lecture est complètement fausse, mais au moins cette lecture m'a permis de vraiment apprécier ce film et de le lire d'une façon un peu différente. Ouais. Donc plutôt du très positif pour La Mule, donc si on vous a bien compris, que vous allez pouvoir découvrir au cinéma puisqu'il est désormais en salle. Merci Charlotte. De rien, c'est toujours un plaisir. Merci Alex. Mais merci Robin. Et voilà, on va vous laisser pour cet épisode du Saloon. Vous allez évidemment pouvoir retrouver tous nos autres épisodes sur les différentes plateformes de podcast. Et nous, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Ciao, ciao!